Bonjour mes amis, alors évidemment vous avez entendu la nouvelle, j'enregistre donc le 21 juillet, jour où Biden a annoncé sur Twitter, X, qu'il allait finalement renoncer à sa réélection en tant que président des États-Unis. Bon, alors je vais pas faire d'hypothèse sur les remplacements, etc., parce que c'est très compliqué et je vais expliquer pourquoi, mais on peut imaginer le plus logique Kamala Harris ou alors n'importe quel autre candidat démocrate qui mettra son nom sur la liste et dans ces conditions ça peut être plus ou moins surprenant. Donc on verra. Je ne veux pas faire de plan sur la comète parce que j'ai un très mauvais comment je peux dire j'ai un très mauvais pronostic et puis ensuite, en général, je me plante assez facilement parce que c'est très difficile à ce stade de savoir qui a les meilleures chances, etc. On peut faire des hypothèses, c'est pas interdit, mais vous dire qui, impossible. Pour le moment, c'est impossible. Alors, ce que j'aimerais, c'est reprendre un petit très vite l'historique de cette renonciation à candidature, parce que c'est très intéressant. Et donc, je vous rappelle que le 27 juin, il y a eu le premier débat présidentiel entre Trump et Biden. Biden a été catastrophique, et ce qui est extraordinaire, entre guillemets, hein, je peux être ironique, hein, je ne sais pas si vous allez le voir sur mon visage, mais des fois je vais être très ironique, bon, parce que c'est absurde ce qui se passe, en fait, depuis 2020. La presse, donc, après ce débat catastrophique pour Biden, découvre que Biden a des problèmes mentaux, etc., physiques, qu'il se déplace difficilement, qu'il a des problèmes pour se souvenir de ce qu'il veut dire, qu'il a des problèmes d'élocution, on comprend pas toujours ce qu'il dit. D'ailleurs, Trump avait fait une blague pendant le débat en disant « je sais pas ce qu'il a dit, mais bon, peu importe, je vais répondre quand même ». Et je trouvais ça très drôle, mais bon... ça fait 4 ans que l'empereur est nu, c'est-à-dire que on dit ici ou là que Biden a le cerveau en compote et la presse nous dit que non, que c'est faux, que c'est du complotisme, que Biden est dans un état physique et mental extraordinaire, c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde, enfin bon... On connaît ce genre de rhétorique, hein. Je crois que même en France, on a le même genre de problème. Bon, à un autre niveau, mais comparable. Alors, c'est ce que je dis depuis que je fais des vidéos. Je pense qu'il est nécessaire d'utiliser sa cervelle quand on en a une, quand on a la chance d'en avoir une, ce qui n'est pas le cas pour Monsieur Biden, malheureusement, et il a effectivement un problème cognitif depuis longtemps. Bon, alors certains disent qu'il a toujours été con. Ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Depuis 50 ans, il a toujours été idiot, etc. Bon, moi, je juge pas sur ce plan-là, mais c'est vrai que bon, c'est un type qui a pas fait grand-chose à part de la politique. Donc pas grand-chose. Voilà. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on peut avoir un avis assez prononcé sur Monsieur Biden. Bon, alors, donc pour en revenir au débat et donc la presse de gauche effarouchée, ouais, comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe, etc. Hypocrite bien sûr, parce que il savait, mais il cachait cet état mental et physique déclinant. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, ce sont les politiques démocrates qui ont commencé à officiellement demander à Biden de renoncer. Et ça s'est fait crescendo, petit à petit. Il y a eu, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, il y a George Clooney, il y a des tas de gens, des acteurs, des chanteurs, bon, des gens sans intérêt, enfin, politiquement parlant, mais qui ont de l'argent, donc ils peuvent parler. Hein. C'est l'argent qui parle, évidemment.
Donc il disait à Biden, ouais, pour le bien du pays, pour le bien du Parti démocrate, renoncer. Et puis après, il y a eu les gros canons, sans mauvais jeu de mots, les grands canons du Parti démocrate, Obama, Pelosi, etc., qui ont commencé à demander aussi à Joe de renoncer. La pression était énorme. Bon. Mais Joe, alors il avait fait une lettre au mois de juillet, au début juillet, 8 juillet je crois, ou 7 ou 8 juillet, où il annonçait une lettre de 2 pages. Alors je sais pas s'il l'a vraiment écrite ou il l'a probablement signée, je ne sais pas, sachant peut-être ce qu'il mettait dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une lettre intéressante qui indique que les raisons pour lesquelles il ne veut pas abandonner, et notamment parce qu'il a un très bon bilan économique, etc. Bon, tout ça c'est faux, mais c'est pas grave. C'est de la politique, les politiciens sont des menteurs patentés, donc pas de surprise là-dessus. Alors ensuite, au fur et à mesure, la pression a encore augmenté d'un cran parce qu'il y a eu la tentative d'assassinat, l'attentat contre Donald Trump. Et voyant que les sondages étaient de plus en plus favorables à Donald Trump, vu son courage, etc. Donc il y a eu effectivement une réflexion profonde, si j'ose dire, des démocrates qui se sont demandé mais comment faire pour persuader Joe Biden de renoncer. Alors comme je vous l'avais indiqué avant, c'est pas Joe Biden qu'il faut convaincre, c'est la famille de Joe Biden. Et donc, il y a eu des tractations cette semaine. Donc, entre samedi dernier, le 14 juillet, la tentative d'attentat, non, la tentative d'assassinat, donc l'attentat contre Trump, je vais y arriver. Et aujourd'hui, dimanche 21, l'annonce officielle que Biden renonce. Bon, alors, pendant ces 7-8 jours, il a fallu négocier avec la famille Biden. Quelle est la nature de la négociation? C'est très simple, de l'argent. Probablement une bibliothèque présidentielle Joe Biden à 100 millions de dollars, des salaires de plusieurs millions de dollars par an à Hunter, celui qui avait laissé son ordinateur portable dans un appartement qui a été récupéré et dont l'histoire a été complètement enterrée pendant la campagne électorale. On avait dit que c'était un complot russe, et alors qu'en fait c'était faux. On s'est rendu compte après que l'ordinateur était vrai, les infos dessus étaient vraies, et que les Russes n'avaient rien à voir avec cette histoire. Bon, il a fallu aussi peut-être persuader Jill Biden, la femme de Joe, qui à mon avis a dû aussi négocier dans la même mesure que Madame Obama un contrat peut-être avec une télé, peut-être avec une société de production audiovisuelle, peut-être avec un éditeur pour faire sa biographie, enfin j'en sais rien, mais quelque chose comme ça. Sans compter le frère de Joe, qui s'appelle James Biden, je crois, etc., etc., etc. Donc bon, il y a eu des négociations. Et peut-être aussi, et ça c'est une hypothèse gratuite que je mets sur la table, peut-être que justement la tentative d'assassinat sur Trump a peut-être été aussi une sorte de suggestion à Joe pour lui dire, tu sais, il peut se passer des choses pendant cette campagne, il y a des gens violents qui peuvent éventuellement mettre en danger ta vie ou la vie de ta famille, etc., etc. C'est une pure hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, évidemment, mais je pense que ça a pu aussi peser dans la balance. On le saura dans quelques années ou on le saura jamais, peu importe, mais c'est pas impossible. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon. La convention démocrate va se réunir au mois d'août et elle va décider du candidat pour la présidence et la vice-présidence. Alors,
Pour le moment, la vice-présidente candidate à ces réélections, c'est Kamala Harris. Biden a proposé Kamala pour le remplacer, mais ça peut avoir de l'influence, mais personne n'est lié à cette requête. Les délégués démocrates peuvent décider en toute bonne conscience d'ailleurs, c'est le terme des statuts du Parti démocrate, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent, donc de nommer quelqu'un d'autre. De toute façon, il y aura d'autres noms, comme j'ai expliqué, il y aura d'autres candidats. Bon, alors il y a tout un tas de politiques. Est-ce que ça va être un homme blanc, une femme blanche? Est-ce que ça va être une femme noire, un homme noir? Est-ce que ça va être un hétérosexuel ou un homosexuel? Bon, tout ça, ça va faire partie des négociations au sein du Parti démocrate, parce que tous ces éléments sont très importants pour eux. Ça n'a rien à voir avec la compétence, évidemment. Sinon, ça se saurait. Hein. Ils n'auraient pas mis Biden ou Kamala sur le ticket en 2020. Bon, mais donc on verra bien ce qui va se passer. Bon, certains pensent que ça peut être Michelle Obama. Moi, j'y crois pas trop, parce que elle a une vie extrêmement agréable sans s'exposer à la politique. Elle a jamais été élue auparavant. D'ailleurs, Barack non plus. Donc bon, mais le candidat pochette surprise, ils l'ont fait une fois. Est-ce qu'ils le feront une deuxième fois? Je ne sais pas. On verra. Tout ça, ça va se développer dans les prochaines semaines. Bon, encore une fois, c'est la convention démocrate va se dérouler au mois d'août, donc dans quelques semaines. Donc on verra bien comment ils vont décider. Ça, c'est eux qui vont décider. Bon, c'est un système un peu mafieux, magouilleur, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les délégués, c'est-à-dire les représentants des partis démocrates de chaque État. Et puis il y a ce qu'on appelle les super délégués, ou alors les délégués automatiques, qui eux sont tous les élus démocrates, les gouverneurs démocrates, les sénateurs démocrates, les représentants au Congrès qui sont démocrates, etc., etc. Alors au premier tour, ils n'interviennent pas, ces super délégués, mais au deuxième tour, ils peuvent. Et eux, ils ne sont liés par aucune allégeance à un candidat ou à un autre. Donc tout ça, ça va être très compliqué. Je ne veux pas vous rentrer dans les détails, mais ça va être très compliqué. Ça va être peut-être l'objet de recours judiciaires. Ça peut provoquer des problèmes, mais connaissant les démocrates et leur capacité à s'unir sous la contrainte ou la corruption, hein, on pense à Bernie Sanders qui a été dégagé parce que en le payant, en fait, ils l'ont payé tout simplement. Donc tout ça, ça reste extrêmement pas troublant, parce qu'on connaît les méthodes du Parti démocrate, hein, mais trouble pour l'instant. Donc c'est encore une fois très difficile de savoir qui va remplacer Biden de façon certaine. Donc on reste dans les hypothèses. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Je pense que quel que soit le candidat démocrate, et ça va être ma conclusion, quel que soit le candidat démocrate qui va être retenu par la convention démocrate, je pense qu'avec le momentum que Trump a depuis l'attentat qui a été perpétré contre lui, je pense que ça va être très difficile. D'autant, là je vais me placer un peu plus sur le concret, le bilan économique, notamment immigration, etc., de Biden est catastrophique. Donc, alors on va vous abreuver de mensonges sur les résultats économiques de Biden, etc. Bon, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi l'économie américaine ne va pas bien du tout. Alors je sais qu'il y a des économistes en France qui s'attellent à répéter les chiffres du gouvernement américain. Malheureusement, comme toutes les statistiques, elles sont bidonnées, donc il faut pas y croire. Il faut rester très vigilant là-dessus, et il faut regarder concrètement ce qui se passe. Quand on se promène dans les villes avec les magasins fermés, quand on voit la fréquentation des magasins, quand on voit, quand on lit un petit peu entre les lignes de certains rapports officiels
parce que bon, il y a quand même des choses qui peuvent pas être cachées. Donc, notamment ce qu'on appelle le beige book de la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale fait régulièrement ce qu'on appelle un rapport sur l'état de l'économie, et on voit que ça va pas bien. Les dépenses des ménages, les résultats des entreprises, les faillites personnelles et les faillites d'entreprises, parce que ça aussi c'est comptabilisé. Et donc on voit qu'il y a une augmentation très nette, le chômage qui augmente aussi. Donc tout ça c'est très très mauvais. Donc on s'achemine vers une récession aux États-Unis, même si on est probablement déjà en récession officieusement. Et donc tout ça, ça va pas plaider pour une candidature, je veux dire une victoire facile de Trump. Trump, j'ai écouté 2-3 choses qu'il a dites. Trump est trop sûr de lui là-dessus, et je pense que même si c'est Kamala, ça va pas être évident de la battre. Donc je pense que ça va être beaucoup plus difficile qu'il le croit, parce que tout simplement les démocrates ont l'état profond, contrôlent l'état profond, l'état réticulaire, et donc ils vont être en capacité de faire une politique de terre brûlée, à la fois administrative et économique, et notamment ils vont peut-être augmenter les taux d'intérêt. C'est tout à fait possible, parce que l'inflation ne baisse pas, elle ralentit mais elle ne baisse pas. Et ça, je ferai une vidéo sur l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation, je vais être obligé de rentrer un petit peu dans les éléments de physique pour faire la différence entre vitesse et accélération, parce que c'est ça en fait le problème que les gens ne comprennent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que inflation, c'est l'accélération. Bon bref, c'est pas la vitesse. Bon, tout ça je vais expliquer, c'est très flou, je suis désolé d'avoir lancé ça comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de la complexité de la question de l'inflation. Et donc l'inflation ne baisse pas, et je pense que ils sont capables aussi de faire autre chose, comme augmenter la dette et imprimer énormément de dettes d'ici au 20 janvier, puisque c'est à peu près à ce moment-là qu'il y aura la passation de pouvoir entre un président démocrate et éventuellement un président républicain. Donc si les démocrates ne gagnent pas, il y aura encore une fois une politique de terre brûlée économique, et je mets de côté la possibilité de tricher aux élections, parce que bon, c'est toujours comment dire, toujours une possibilité. Alors, un tout petit détail, je suis désolé, j'avais dit que c'était ma conclusion, mais j'ai oublié d'apporter un élément important. Si Kamala est vice-présidente, Biden n'a pas démissionné de ses fonctions de président, donc il reste président, Kamala reste vice-présidente, pour le moment. Si elle reste vice-présidente, il y a un conflit d'intérêts avec le fait qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle, parce que le vice-président, d'après la Constitution américaine, certifie les élections. Donc, je vous rappelle que Mike Pence, à l'époque, avait refusé de décertifier, et il avait certifié les élections malgré les fraudes qui se sont révélées exactes 4 ans après. Les fraudes notamment en Géorgie, en Arizona, etc. Donc des États pivots. Donc si elle est à la fois candidate à l'élection et qu'elle certifie en tant que vice-présidente des élections aux alentours du 10 janvier prochain, je sais pas quand est-ce que c'est, mais c'est entre le 5 et le 10 janvier 2025, donc elle va être en conflit d'intérêts. Et or, la Constitution ne dit rien là-dessus. Donc là, ça va être aussi une bataille judiciaire potentielle. Voilà, donc je mets tout ça sur la table. On va attendre un petit peu que les choses se clarifient, et on refera éventuellement une vidéo un peu plus tard. Voilà, bon courage, et surtout gardez un œil et une oreille ouverte, et surtout ne vous laissez pas influencer par toute la propagande des soi-disant experts américains. En France, il y en a plein, je pense à Laurence Haïm, si elle m'écoute, je pense pas, mais
qu'elle dise pas trop de bêtises, parce que elle représente le Parti démocrate. Bon, il y a d'autres gens un peu vieillissants comme André Caspi, etc. Il y a Harold Hyman qui est un petit peu plus sur CNews, qui est un petit peu plus objectif. Mais tout ça, il faut faire très attention à ces pseudo-experts. Je devrais pas dire pseudo, c'est un petit peu arrogant de ma part, mais c'est bon. Il faut rester très vigilant et prendre des informations d'un peu tout le monde. Voilà. Alors je vous embrasse tous, j'espère que vous allez tous bien avec les Jeux Olympiques qui ont l'air de très bien se passer, une bonne baignade dans la Seine, et puis à très bientôt. Ciao.